Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas filmé de vidéo, puisque la dernière c'était le vlog au Menuire et la vidéo était tournée depuis un bon bout de temps. Donc je pense que ça fait facile un mois et demi que je n'ai pas repris ma caméra, donc ça fait du bien de vous retrouver. Et en même temps je dois vous prévenir, le rythme ne va pas comment dire, revenir à la normale, parce que c'est vrai que je vous avais habitué hein, à un bon petit rythme de vidéos. Vous aviez à peu près 3-4 vidéos par mois et en ce moment j'ai énormément de travail pour mes clients en freelance, donc forcément je freine un petit peu du côté du contenu que je vous propose ici et sur le blog, puisque je vous l'avais déjà dit, mais je ne vis absolument pas de mon activité sur YouTube, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux, etc. Et je n'ai absolument pas l'envie d'en vivre, donc il faut bien que je mette les priorités là où elles doivent être. D'ailleurs, ce serait intéressant, je pense, que j'évoque ce sujet en vidéo ou sur le blog, le fait de vivre justement de son blog, de sa chaîne YouTube, en prônant un mode de vie plus sain, plus simple, plus naturel, plus green. Parce que pour moi c'est pas possible en fait. Alors mes confrères et consoeurs ne seront probablement pas d'accord, mais je vois pas comment faire en fait. Comment en vivre à 100%, parce qu'il y a un moment, si on veut en vivre, on va forcément être dans l'obligation de vous présenter des marques, de vous faire en gros hein, acheter des produits. C'est ce que je fais moi-même, hein. Je suis parfaitement lucide là-dessus. Quand je vous parle... je sais pas, d'Andros, de Coro, quand je fais des collabs avec eux, le but derrière c'est que vous achetiez les produits. Arrêtons de nous voiler la face, s'il vous plaît. D'où le fait que je ne veuille pas en vivre complètement, parce que c'est pas du tout comme ça que j'envisage mon aventure ici avec vous. Et je préfère 1000 fois garder ma petite part d'indépendance pour vous proposer le contenu que je veux, sans aucune pression financière derrière. Voilà, petite parenthèse introductive close. Hein. Du coq à l'âne, je suis partie en Suède au début du mois de mai pour un voyage presse autour de la gastronomie durable qui était extraordinairement riche et intéressant. Je vous ai fait plein de stories pour vous raconter tout ça, donc si jamais vous les avez loupées, elles sont toujours à la une sur Instagram. Je vous remets mon petit compte Instagram par ici, n'hésitez pas à aller y faire un tour si jamais ça vous intéresse. Et même si je ne vous ai pas filmé de vlog, j'ai filmé quelques petites images par-ci par-là, donc je me suis dit que j'allais vous les intégrer maintenant, avant de vous montrer les petits achats que j'ai fait sur place. Il n'y a pas grand chose, mais vous avez été quelques-unes et quelques-uns à me demander de vous montrer ça, donc je m'exécute, voilà. Et juste avant, petit voyage en Suède, c'est parti. Je sais, ça donne envie.
moi-même, je dois bien avouer que je suis un petit peu tombée amoureuse hein, de ce pays. Pourtant, je suis très loin d'avoir tout vu, mais le petit morceau que j'ai vu m'a quand même fort plu. Voilà. Évidemment, je ne pouvais pas repartir sans le petit cheval suédois, hein, le cheval de Dalekarli, qui est une région en Suède. C'est une petite figurine en bois typique de cette région-là. Alors d'après ce que j'ai compris, le rouge, c'est vraiment comment dire, le premier, enfin en tout cas celui qui est le plus traditionnel, tout ça. Donc j'ai pris le rouge. Alors il y avait d'autres couleurs, hein, il y avait blanc, bleu, etc. On en trouve un petit peu partout dans tout type de magasin. Moi je l'ai acheté directement à l'office de tourisme, comme ça j'étais sûre d'acheter le vrai entre guillemets, enfin, en tout cas celui qui est fait main, tout ça. Il y a le petit macaron en dessous. Il y avait plusieurs tailles, donc moi j'ai pris voilà, alors pas le plus petit, je crois qu'il y avait une version miniature, j'ai pris celui d'après. Et il a trouvé sa place dans ma cuisine sur une petite étagère. Je vous ai posté une petite photo sur Instagram, encore une fois je vous la remettrai ici. Et voilà, j'aime ce petit cheval, tout simplement. J'ai aussi craqué pour ce petit ours en bois, qui est en fait un puzzle. À la base, quand je l'ai acheté, c'était un cube carré dans une petite boîte en carton. Et ensuite, vous avez juste à le déplier, entre guillemets. Vous avez une ficelle, pardon, entre les pièces. Et voilà, c'est trop mignon. Alors, je ne suis même pas sûre que ce soit suédois, hein. Je crois que c'est une collab entre un designer new-yorkais et Kickerland, si je ne dis pas de bêtises, mais j'aimais trop sa petite bouille, donc j'ai craqué. Et puis on peut vraiment le mettre un petit peu n'importe comment, hein. On peut le mettre assis, voilà, on peut le mettre debout, hein. Il peut même faire la circulation d'ailleurs. Voilà. Bon, il lui manque un petit képi quand même, mais bref. Ah, ça amuse beaucoup la dame, hein, ce genre de choses. Sinon, j'ai aussi pris un petit pins. Attendez, est-ce que vous voyez? Oui, hey, qui veut dire en gros bonjour, salut en suédois. Le petit pins à côté, c'est Luna. C'est mon tofu qui me l'a offert. Il est beau, hein? Alors celui-ci, pour le coup, je crois que c'est une petite créatrice suédoise. Je crois que la marque, c'est Polly Rocket. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si jamais je retrouve ça. Et autrement, côté bouffe, parce que évidemment, je me devais hein, de rapporter quelque chose qui se mange, je suis repartie avec, alors déjà, des canoles boulards. Hein, bon, je ne vais pas vous les montrer parce que, évidemment, il n'y en a plus. Voilà. Et des sels aromatisés, j'en ai pris un à l'oignon sauvage, si je ne dis pas de bêtises. Oh, oh, mon dieu, voilà, c'est une vraie merveille. Et j'ai pris celui-ci chez Catchalot, qui est une petite entreprise qui récolte, travaille les algues, dont je vous ai parlé plus amplement dans les stories dédiées à ce voyage en Suède. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir ça dans les stories à la une sur Instagram. Et bah là en fait c'est un sel avec des petits morceaux d'algues dedans. C'est hyper surprenant. Très iodé à la fois à l'odorat et en bouche, si je puis dire. Et voilà, pour donner une petite touche marine dans les plats ou dans une terrine, etc. C'est fabuleux. Voilà pour ces petits souvenirs de Suède. Bon, il n'y avait pas grand chose, mais comme vous m'avez demandé de vous montrer ça, eh bien voilà, vous avez vu. Je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo des petites découvertes faites très récemment, qui sont, ma foi, fort intéressantes, hein. Notamment celle-ci. Ah, j'étais hystérique. Mais genre vraiment. Du beurre vegan, fabriqué à Nantes. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux quelques semaines avant de le trouver en magasin, et je m'étais dit, non mais... Qu'est-ce donc? Il faut absolument que je mette la main dessus. Et lors d'une petite virée chez Vegestal, qui est un magasin 100% vegan à Rennes, que je vous recommande chaudement si vous cherchez des produits vegan et que vous êtes sur Rennes, je suis tombée dessus. Et alors là, j'ai pris directement le grand format, hein, de 250 grammes, parce qu'elle fait aussi des petites plaquettes de 225. Dedans on a l'huile de coco désodorisée, eau, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, sarrasin, lécithine de soja, curcuma pour la petite couleur beurre, n'est-ce pas?
et du sel gris de Guérande. Il est bio, le papier est biodégradable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que demande le peuple? Alors oui, je sais, l'huile de coco, c'est pas local. L'huile de coco désodorisée, c'est pas franchement le top au niveau écologie, environnement. Mais, mais qu'est-ce que c'est cool quand même! Un beurre vegan, s'il vous plaît. Et puis fabriqué à Nantes. Hein. Alors, bon, comment dire? Parce que souvent voilà, les petits produits comme ça innovants, c'est pas du tout, enfin vegan hein, j'entends, c'est pas du tout par chez moi hein. Ah bah là je ne suis pas peu fière. Et très honnêtement je tire vraiment mon chapeau à cette chère personne qui a lancé ça, parce que j'ai cru comprendre qu'elle faisait pas mal de marchés dans l'ouest et j'imagine qu'elle doit avoir des bons gros relous hein, sur son stand quand il voit le beurre vegan. Ah, il n'y a pas de lait dans votre truc. Force à toi, vraiment. Et est-ce que c'est bon, me demanderez-vous? Eh bien écoutez, c'est vraiment pas mal. On sent le sarrasin. Alors monsieur qui n'est pas très sarrasin en fait dans les comment dire, dans les plats autres que les galettes, j'entends par exemple les pâtes de sarrasin, c'est pas trop son truc. Lui ça le gêne un petit peu, mais pas au point de ne pas aimer ce beurre. Moi je trouve en fait que ça lui donne une touche un peu, comment dire, un peu verte. Je saurais pas comment l'expliquer, mais on est vraiment sur quelque chose qui a un côté un peu fermier, un peu foin, tout ça. C'est pas très flatteur hein, en le disant comme ça, mais franchement, c'est hyper intéressant et niveau texture, rien à dire, c'est du beurre. Au niveau de la texture, ça se tartine comme du beurre, ça a la couleur du beurre. Bref, chapeau, bravo, je valide, je survalide, voilà. Testez ça. Toujours chez Vegestal, j'ai trouvé le Veg Gras que vous avez peut-être goûté parce qu'il est sorti il y a un bout de temps, mais moi je n'étais jamais tombée dessus. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Je ne vais pas pouvoir vous dire ce que j'en pense parce que bah, je ne l'ai pas encore entamé. Alors sur les conseils de Lola, qui est la gérante de Vegestal, visiblement il faut le passer au bain-marie quelques secondes, juste histoire de décoller le bloc du petit pot en verre. Ensuite on le sort et en fait on le tranche comme un foie gras traditionnel en fait. C'est vraiment pas comme comme ce qui a pu sortir chez ah mon dieu, je vais y arriver, chez Giant Joy, le joie gras, encore moins comme le faux gras de Gaïa. Là on est vraiment sur une texture foie gras en fait, on peut vraiment le trancher, il se tient très bien d'après ce que m'en a dit Lola. Donc comment vous dire, je pense que je ne vais pas pouvoir attendre les fêtes de fin d'année hein, avant de le goûter, parce que bah non, décembre c'est bien trop loin. Je vais attendre d'avoir une petite occasion particulière et puis oh bah, je vais me faire plaisir. J'en ai fini avec le manger. Côté cosmétique, j'avais envie de vous montrer ça. C'est une petite marque que j'ai découverte chez Spa au Naturel, qui est au passage un super institut à Landéan, près de Fougères. Les personnes qui habitent dans le 35, vous devez situer à peu près. Et vraiment super lieu. C'est Delphine, mon amie naturopathe, coucou ma douce si tu passes par ici, qui m'avait offert un massage Kirochampi. Je ne sais pas si je le prononce correctement. En tout cas, c'était un massage du haut du dos et du crâne. Vraiment très délassant, pardon, relaxant, propice à la disparition des tensions, tout ça. C'était un moment exceptionnel, hein, je dois quand même vous le dire. Et alors vraiment j'ai adoré le lieu d'une manière générale. Si jamais vous avez un petit cadeau à faire, que vous avez envie d'offrir un soin à quelqu'un qui est très sensible à la naturalité des compositions, des produits qu'elle utilise, etc. Et qu'elle habite pas très loin, évidemment, pensez à Spa au Naturel, parce que vraiment c'est un très chouette endroit. Je vous remettrai l'adresse en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc chez Spa au Naturel, juste à côté de l'entrée, en fait, il y a des petits produits à acheter. Et la personne est très sensible aux produits locaux, ce qui est vraiment chouette. Et ben en fait, je suis tombée sur les produits d'une petite créatrice qui s'appelle Aurélie.
Aurélie Pansec Landemaine, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est à Gonnet et qui propose des savons saponifiés à froid, des shampoings solides, des déodorants, bref, tout ce que j'aime, hein, très clairement. Donc moi j'ai pris le savon extra doux qui s'appelle le Verveine, qui est hyper frais, hyper citronné comme ça. Bref, qui va être absolument merveilleux à utiliser en été. J'ai pris aussi le shampoing solide à la poudre d'ortie et à la verveine exotique pour cheveux normaux à gras. Il y avait aussi une version pour cheveux secs et cassants ou secs et déshydratés, je sais plus. Bref, il y avait une autre version, c'est sûr. Donc dedans, on a quoi en tensioactif, du SCI, sodium cocoisistionate, de l'huile de jojoba, de la poudre de shikakai, poudre d'ortie, eau et huile essentielle de litse citronnée. Donc je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Et puis le petit baume déodorant, voilà, qui se présente comme les versions en bocal, hein, que vous devez probablement connaître maintenant parce qu'il y en a plein. Je regrette un tout petit peu le packaging en plastique, mais j'ai cru comprendre que la personne commençait tout juste, enfin en tout cas c'est pas une marque qui est très ancienne, hein, c'est assez récent, donc je ne doute pas qu'elle cherche à s'améliorer du côté des packaging. Et pareil, je vous en donnerai des nouvelles si jamais ça vous intéresse. Côté compo, on a du beurre de karité, comment dire, je vais y arriver, de la fécule, pardon, de maïs, de l'argile, de l'huile de coco, huile de jojoba, de l'oxyde de zinc. Bon, ça j'aurais pu possiblement m'en passer, mais voilà, j'avais envie d'essayer. Et voilà, on a de l'huile de tournesol aussi. C'est une odeur qui est très discrète, très légère. Juste ce qu'il faut pour sentir un petit peu le frais comme ça. Donc encore une fois, je vous en donnerai des nouvelles. Et donc je ne vous ai même pas dit la marque, je crois. Ça s'appelle la Fabrique à Bulles. Je crois qu'il y a un site web. Oui, c'est ça, lafabriqueabulle.fr. Pareil, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et enfin, juste avant de vous emmener au jardin, parce que évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a eu quelques petites avancées de ce côté-là, donc je vais vous montrer tout ça. Je voulais qu'on papote un petit peu linge de lit, parce que je me suis un petit peu penchée sur ce cas il y a quelques semaines. Alors, c'est une anecdote un peu cocasse, hein. Je me suis levée un matin, le drap du dessous était craqué, genre sur, je sais pas, sur 30-40 cm. À mon niveau en fait. Voilà, je n'ai pas eu la sensation de m'être battue hein, durant la nuit, mais visiblement il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Bon, c'était un très vieux draus, donc je pense que le truc était tellement élimé qu'il en a eu marre. Il s'est dit non, là c'est trop pour moi, et il craque. Et voilà, sachant qu'on n'a que deux comment dire, draus, housse de couette, etc. On tourne comme ça en fait. Quand il y a une parure qui est dans le lit, l'autre est à laver, etc. Donc on s'est retrouvé avec un seul draus, donc il était temps de faire quelque chose. Et j'ai regardé un petit peu du côté des parures en coton bio. J'ai cru que j'allais m'évanouir en voyant les prix. Et en même temps, j'avais pas envie de repartir sur un draus, enfin sur une parure en coton conventionnel, parce que on parle beaucoup de l'importance de choisir du coton bio sur ses vêtements, tout ça. On n'en parle pas assez sur le linge de lit, alors pourtant qu'on reste collé au truc pendant plusieurs heures durant la nuit. Donc ça me semble quand même être un sujet important. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais quand même je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc du coup, je me suis tournée vers du lin. C'est plus cher que le coton, c'est à peu près au même prix que le coton bio, mais ça demande beaucoup moins d'eau, hein. La culture du lin par rapport à la culture du coton, ça n'a rien à voir. La culture du coton est extrêmement gourmande en eau, le lin en demande beaucoup moins, et il y a aussi beaucoup moins de demandes au niveau des engrais et des pesticides dans la culture du lin. Donc je me suis dit que j'allais partir sur du lin. En plus ça a un petit côté thermorégulateur, donc ça fonctionne très bien en été et en hiver. J'ai donc trouvé une parure, non, un draus et les têtes d'oreiller que j'ai pris aussi chez Bouchara.
Là encore, deuxième donnée à prendre en compte, est-ce que je choisis du linge de lit éthique et je craque mon PEL, ou alors je prends du linge de lit pas éthique. Mais c'est un truc de fou quand même. Enfin, quand on veut vraiment consommer de la meilleure façon qui soit, il faut quand même gagner très bien sa vie. Je veux dire, il y a un moment, il faut quand même s'en rendre compte. Hein. Donc linge de lit pas du tout éthique, mais en lin. Il y avait une petite promo à moins 30%, donc c'est pour ça aussi que j'en ai profité. Du coup en tout, le drap housse et les 2 têtes d'oreiller, je crois que j'en ai eu pour 70 €. C'est déjà énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est déjà beaucoup, juste pour un drap housse et des têtes d'oreiller. J'ai même pas la housse de couette qui va avec. Si jamais vous avez été dans le même cas, que vous avez dû racheter une parure de lit et que vous avez trouvé des bons plans, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et pour les personnes qui cherchent un petit peu des alternatives plus éthiques, ça me semble compliqué, budgétairement parlant. Hein. Je sais que vous êtes plusieurs à venir vers moi de temps en temps pour me demander si j'ai des marques à vous conseiller de ce côté-là. Et à chaque fois, je suis bien embêtée parce que j'ai pas envie en fait de vous conseiller des marques où vous devez débourser 150 boules pour acheter un drap housse. Ça me semble tellement improbable. En tout cas, voilà une piste. Si vous avez un petit peu de budget, mais pas trop non plus, tournez-vous peut-être vers le lin qui me semble être un bon compromis. Pas parfait, mais pas trop mal non plus, quoi. Sur ces bonnes paroles, direction le jardin. Vous allez voir, il y a eu du changement. Et encore, c'est pas fini. J'ai encore pas mal de choses à mettre en place. Je suis désolée pour le bruit, mon voisin est en train de tondre, mais je voulais vous montrer mon petit kit zéro déchet qui est dans mon coffre depuis 2-3 semaines, je dirais. Je me suis installé ça en m'inspirant complètement de ma copine Chloé du blog My Slow Life, qui a quelque chose de similaire dans sa voiture. J'étais montée avec elle il y a 2-3 ans et j'avais trouvé l'idée vraiment top, donc j'ai fait la même chose. Voilà, j'ai copié sur toi, ma copine. Donc ça, ce sont des bouteilles en verre qui sont consignées. J'achète mon jus de pomme en fait sur mon petit marché hebdomadaire, donc je les remporterai la prochaine fois que j'irai. Juste derrière, on a des gros contenants en plastique qui me servent lorsque j'achète ma farine et mon sucre en vrac, parce que j'en achète vraiment en très grande quantité. Ça, ce sont des petits sacs en jute en fait, qui ne craignent pas, donc que j'utilise quand j'achète des légumes un petit peu sales, des pommes de terre, des champignons, ce genre de choses. Et en fait, c'est ma maman qui me les a donnés. Coucou maman, je sais que tu passes régulièrement sur mes vidéos. Et en fait, elle achetait ses clémentines au moment de Noël dans ces petits pochons. Donc du coup, elle les a conservés et me les a donnés. Juste ici, on a mes autres sacs à vrac, donc qui me servent pour acheter des choses un petit peu plus propres, entre guillemets, des céréales, des légumineuses, ce genre de choses. Et juste ici, on a d'autres petites boîtes en plastique. Voilà, qui me servent par exemple si je vais à la boulangerie, voilà, si j'achète des petits biscuits en vrac, ce genre de choses. Voilà pour ce petit kit zéro déchet qui me permet de ne plus avoir d'excuses hein, quand je passe au magasin, que ce n'était pas forcément prévu. J'ai toujours un contenant ou un sachet vrac avec moi. Et voilà le jardin. Je suis vraiment désolée pour le bruit de fond de la tondeuse, mais je pense qu'il en a pour un moment. Donc je ne vais pas attendre. Alors cette parcelle-là est complètement vierge encore, mais j'ai pas mal de choses à semer en place et à mettre en place. Donc elle ne va pas rester vierge longtemps. Et par ici, ça commence à être bien plein. Donc je vais vous montrer tout ça. Juste ici en bordure, et j'en ai une autre un petit peu plus loin, j'ai mis de la cater. C'est une plante répulsive qui éloigne les fourmis et les dorifores notamment. Donc j'en ai une là et une autre juste ici. Par ici, on a un tout petit melon qui est clairement en train de se faire bouffer. Hein. Voilà, j'ai j'ai peu d'espoir quant à sa survie, mais bon, on verra bien. Ici, on a une courgette qui est plutôt en forme. De ce côté-là, on a un petit romarin. Là, c'est un petit peu tout le long, là, c'est le coin des aromatiques. On a du thym,
du basilic cannelle qui sent vraiment très bon. Je connaissais pas du tout cette variété de basilic. De la guimauve avec laquelle je ferai sûrement des tisanes pour cet hiver parce que c'est vraiment top pour adoucir la gorge quand on est un petit peu encombré. De la menthe poivrée qui sent pareil excessivement bon. Et voilà, c'est tout pour les plantes médicinales, les plantes aromatiques. Mais je vais continuer comme ça jusqu'au bout, j'en ai d'autres à planter. Par ici j'ai mes petits choux. Là j'ai un chou de Bruxelles violet, du chou kale, un autre chou de Bruxelles et un autre chou kale. Juste là j'ai une autre courgette. Par ici on a une aubergine, une pastèque qui est bien en forme, je suis contente, hein, pourvu que ça dure. Un petit melon, je crois que celui-ci c'est un petit gris de Rennes. Là on a une butternut. Là j'ai mis une bourrache, pareil j'en ai plein d'autres à mettre en place. Ici on a un melon qui se porte bien mieux que le tout premier hein, que je vous ai montré, même s'il est aussi un peu petit. Deux choux de Bruxelles violets. À l'emplacement de la serre, même s'il n'y a pas de voilage, j'ai mis les tomates. Je suis tellement dégoûtée parce qu'elles étaient magnifiques mes tomates et je sais pas si c'est le fait que j'ai trop traîné à les mettre en terre, mais en 2 jours les feuilles sont devenues toutes cassantes, toutes blanches comme ça. Alors là ça va un peu mieux, celui-là est plutôt en forme, mais par exemple si je vous montre celui-ci, bon hein, bats-toi petite tomate, bats-toi. Bon après j'ai quand même l'impression qu'elles reprennent du poil de la bête. Celle-ci par exemple j'avais peu d'espoir parce qu'elle était vraiment toute abîmée. Mais là j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Donc à mon avis c'est ça. Je pense qu'elles ont pas aimé rester trop longtemps en godet. Et du coup elles ont fait un petit peu de résistance. Alors je ne les ai pas tutorées et je ne compte pas les tutorer. Donc là j'en ai mis un petit peu partout hein. En gros il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'en ai encore d'autres à mettre en place. Et je ne vais pas les tutorer non plus. J'ai essayé de les... comment dire, de les repiquer un peu penchées en penchant la motte en fait dans la terre, mais elles se sont redressées toutes seules. Donc à voir un petit peu comment ça se développe, je verrai bien, mais dans tous les cas je pense que je ne tutorerai pas. Au pire je mettrai des cagettes pour qu'elles buissonnent un petit peu entre elles. Et sinon un petit peu partout j'ai mis aussi des œillets d'Inde parce que c'est pas mal aussi en plan de campagne au potager. Il me reste tout ça à mettre en place, donc j'ai encore un petit peu de boulot hein, quand même. J'ai repris des aromatiques, de la verveine, du thym citron, de la sauge, un autre romarin parce que vraiment je peux pas me passer de cette odeur, ça sent tellement bon. Les tomates qui sont bien plus en forme que les copines qui sont déjà en terre. Des courgettes, là on a des petites fleurs, bon ce sera juste pour l'aspect un petit peu fleuri, mellifère, tout ça. J'ai encore quelques œillets d'Inde. Ça c'est des tomates que j'ai semées en godet très tard, mais comme c'est une variété précoce, je me dis on va tenter, voilà. Et sachant aussi que je compte semer directement en place des betteraves et des carottes. Donc oui, il y a encore du taf hein. Et en parlant de taf, je pense que cet été sera riche en conserves. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais alors mes pêchés, bon celui-ci et l'autre c'est limite pire je crois, sont remplis de pêche. Voilà. Donc à moi les conserves, ça va être chouette hein. Mais purée, je pense que je vais en chier un peu hein. Et je viens tout juste de découvrir là à l'instant en marchant qu'il y a de la menthe un petit peu partout. Je ne me souvenais plus qu'il y en avait à cet endroit là, mais en fait c'est vrai que ça s'étale bien hein, la menthe. Vous en mettez un plant et après vous en avez limite partout dans le jardin. Elle est belle en plus, est-ce que vous voyez bien? Vous avez vu ça? Ça sent les petites citronnades mentholées tout ça. Ah oui, et par ici il y a mes petits godets de bourrache. Je sais pas si vous vous souvenez, ils étaient pas très en forme il y a quelques semaines parce que je les avais mis au soleil et du coup ils s'étaient pris des méchants coups de soleil. Mais là ça va beaucoup mieux. Ils ont carrément repris du poil de la bête, donc j'attends encore un petit peu et puis je les mettrai en place. Mais du coup ça va m'en faire pas mal hein. C'est cool parce que c'est une plante qui est très mellifère, donc qui attire les pollinisateurs, tout ça. C'est chouette. Voilà,
Oh, dis donc. Oh bah la fatigue me guette. Voilà pour ce petit tour du jardin. Je ne sais pas si je vais trouver le temps de vous filmer un vlog potager dans les semaines à venir parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'emploi du temps. Donc quand je vais au jardin, en fait, je m'y mets à fond en fait, j'ai un petit temps pour m'en occuper, donc j'essaye de faire un maximum de choses et je ne pense pas du tout à la caméra évidemment, donc je ne vous promets rien, mais je vais essayer quand même de vous partager quelques petites choses et voilà, je vais clore cette vidéo ici, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.